Belgique-Italie, pour préfacer cette rencontre, on poursuit la préface de ce match. Pascal Chimay, un invité exceptionnel ce soir sur Vivacité. Et oui, on se rappelle tous de la dernière confrontation entre l'Italie et la Belgique à l'Euro 2016, le 13 juin 2016 à Lyon. La victoire de la Squadra Azzurra 0-2 à l'époque. La Belgique était favorite. Déjà la génération que l'on connaît, et on a le plaisir vraiment et l'exclusivité d'avoir Emanuele Giaccherini qui avait inscrit le premier but de la rencontre sur cet assist de Bonucci qui a survolé la défense belge, Toby Alderweireld pour l'occasion. Et puis il y a eu ce fameux contrôle pied gauche, enchaînement avec le plat du pied de Giaccherini. Emanuele Giaccherini, pour ceux qui le connaissent pas bien, c'est un ancien joueur de la Juventus, notamment de Naples, de Sunderland. Cette année, il était au Chievo Vérone, 36 ans, et toujours envie de jouer donc l'un des protagonistes de l'Euro 2016. Et il est avec nous ce soir en direct. Buonasera Emanuele. Ciao, buonasera a tutti, buonasera a tutti. Merci d'être là. Vous allez lui parler en italien, oui. Évidemment, poser les questions, et puis la traduction ensuite, mon cher Pascal et Nordine. Voilà. Allora Emanuele, io faccio la domanda in francese, poi te la traduco, ti lascio rispondere e dopo traduco. Ok. Innanzitutto grazie del tuo tempo. Grazie a voi. Alors, Emanuele, ce match face à la Belgique, je suppose que c'est resté gravé dans votre mémoire. Il n'y en a pas eu depuis, entre la Belgique et l'Italie. Racontez-nous votre sentiment sur cette rencontre. Questa partita fra l'Italia e il Belgio, no? Non si sono rivisti, non hanno più giocato insieme l'una contro l'altro, le due squadre. Che feeling c'ha di quel gol segnato a Courtois all'epoca? Ma guarda, è stata un'emozione indescrivibile, perché segnare a un portiere come Courtois non ti capita tutti i giorni. Poi il Belgio era la squadra prima nel mondo come ranking, quindi era molto favorita contro di noi. E diciamo che ho fatto un gol bellissimo et quindi un'emozione indescrivibile. Voilà, donc il nous explique, Emmanuel, que c'est une émotion à l'époque qu'il ne peut pas décrire. Il n'arrive pas à trouver les mots, même avec 5 ans de recul, qu'à l'époque, la Belgique était déjà l'équipe ultra favorite, première au ranking mondial. Et puis, marquer un goal à Thibaut Courtois, c'est pas donné à tout le monde non plus. Et lui, il l'a fait. Quando hai visto il sorteggio, no? Che l'avversario dell'Italia sarebbe stato il Belgio, cosa hai pensato? Qu'est-ce qu'il a pensé quand il a vu que l'adversaire de l'Italie allait être la Belgique? Ma mi è venuto subito in mente la partita nostra, no? Quella del 2016. Può essere un segno del destino che Italia e Belgio si devono riaffrontare in questo europeo 5 anni dopo. E quindi sono due squadre fortissime, tutte e due. Il Belgio ha tantissimi campioni e l'Italia magari ha più un gruppo, no? Più giocatori forti, però più gruppo. E vediamo, sarà sicuramente una bellissima partita. Donc quand il a vu le tirage au sort, quand il a vu que l'adversaire de l'Italie serait la Belgique, il a pensé fatalement il y a 5 ans, au match précédent, mais voilà, il a envie vraiment, avec beaucoup d'impatience, de voir cette rencontre, de vivre cette rencontre, parce qu'on est un peu revenu 5 ans en arrière, où la Belgique est plus talentueuse, elle a plus d'individualité, mais cette Italie actuelle est peut-être un peu plus collective, elle est un peu plus groupe, nous dit Emmanuel, et que la Belgique, et donc ça va être un match très très intéressant. Chi è la favorita, secondo te? Chi è pas besoin de traduire ça. Ma io credo che il Belgio possa essere favorita, perché è una squadra veramente forte. L'Italia, è vero, ha fatto benissimo da quando è arrivato Mancini, però come favorita vedo un pochino il Belgio. Però questo non vuol dire poi che sul campo non possa vincere l'Italia. Voilà, donc je pense que vous avez compris, mais pour lui, la Belgique est favorite, même si l'Italie a fait un bond en avant depuis la prise en main de Roberto Mancini.
Par contre, c'est pas parce que vous êtes favori que vous gagnez ce genre de match. Secondo te, su questa partita dipenderà da cosa? Dettagli, la forma del momento, lo spirito, il gruppo? Da che cosa? Innanzitutto devo dire che ho visto la partita ieri sera del Belgio e mi è piaciuta tanto in fase difensiva, perché non prendere gol e essere sotto pressione contro il Portogallo non è facile, perché il Portogallo ha grandissimi giocatori campioni. Quindi ho visto un Belgio più squadra rispetto a quello del 2016. Secondo me il lavoro anche di Martinez è stato un ottimo lavoro. Io credo che la partita si possa giocare sulle fasce, perché l'Italia è molto forte sugli esterni, sui terzini, spingono tanto, e poi secondo me la partita la vincerà il centrocampo. Okay. Emmanuel Giaccherini, qui est notre invité. David. Pardon, Emanuele Giaccherini. Giaccherini. Sorry, Emmanuel. Bravo, bravissimo. Il est notre invité dans ce Complètement Foot sur Vivacité avec Nordin Avant Jbari, de céder la parole à Nordin qui a une question, donc la traduction, parce que c'est très très intéressant. Il a été impressionné, Emmanuel, par la défense de la Belgique. Hier, face au Portugal, c'était très difficile de résister à une équipe comme le Portugal. Et donc, il pense que la Belgique a passé un cap à ce niveau-là, qu'elle est beaucoup plus équipe qu'il y a 5 ans. C'est ce que disait Roberto Martinez d'ailleurs. Le collectif est plus intéressant, plus important. Par contre, la clé de la rencontre, elle peut se situer du côté italien sur les flancs, avec des latéraux très offensifs qui savent percuter, des joueurs, des ailiers qui savent mettre en difficulté. Et puis, selon lui, tout va dépendre du milieu de terrain. Si le milieu de terrain qui gagnera le ballon, eh bien, va sans doute donner une direction positive à la rencontre. Emanuele, c'è una domanda di Nordin Jbari, il nostro consulente. Emanuele, buonasera. Moi, je voulais poser une question en un seul mot ou une phrase. Qu'est-ce que Mancini a apporté à cette équipe italienne? Voilà. Dunque, Nordin Jbari, il nostro analista che ha giocato in nazionale belga, anche lui, dice: secondo te, ti chiede brevemente cosa ha portato Roberto Mancini a questa nazionale? Ma io credo che Mancini abbia portato la sua mentalità. È un allenatore che gli piace tantissimo giocare la palla a terra. Infatti ha impostato il gioco fin dai primi momenti con la palla a terra, un po' come la Spagna e il Barcellona di Guardiola, no? A lui gli piacciono giocatori tecnici, giocatori veloci, rapidi. Gli piace trovare la palla tra le linee con gli esterni che vengono anche dentro, che giocano con l'attaccante, così, e credo che abbia portato questo. In più l'Italia veramente ha creato un gruppo bellissimo, no? Perché poi ci sono sia giovani ma anche vecchi come Chiellini, Bonucci, no? Che hanno tanta esperienza, quindi è un mix giusto. Et Mancini a fatto un grand lavoro in questo. Alors donc Nordin, Emanuele nous dit que Roberto Mancini a fait un très très grand travail de fond. Il a apporté de la technicité à l'équipe. Il demande aux joueurs de jouer le ballon au sol. Il s'inspire beaucoup, il s'est inspiré de l'Espagne, du jeu à l'espagnol, du Barça de Guardiola aussi, où les ailiers rentrent dans le jeu, combinent avec l'attaquant, et puis il y a cet esprit aussi insufflé à l'équipe, ce collectif et ce bon mix entre la jeunesse et les plus anciens comme Chiellini, comme Bonucci, qui a joué d'ailleurs en sélection avec Emanuele. Emanuele, pour l'Italie, c'était mieux d'affronter le Portugal en quart de finale ou la Belgique? Quale avversario fosse stato meglio per l'Italia? Il Belgio o il Portogallo? Il Belgio di Lukaku o il Portogallo di Ronaldo? Ma io credo che tutti e due gli avversari erano molto molto forti. Infatti ieri sera è passato il Belgio, ma anche il Portogallo ha fatto una bella partita, ecco, avrebbero meritato entrambi di passare.
credo che il Belgio in questo momento abbiano più fame, no? Il Portogallo 4-5 anni fa ha vinto l'Europeo e il Belgio invece con una nazionale forte. Io credo che il Belgio ora sia maturo rispetto a 5 anni fa. I giocatori abbiano acquisito quella maturità per provare a vincere questo europeo. Giocatori come Hazard, De Bruyne, Lukaku. Ecco, Lukaku di oggi non è lo stesso Lukaku di 5 anni fa. È molto, molto plus fort. Donc, Emmanuel nous dit qu'au fait, c'était kiff-kiff, parce que aussi bien le Portugal que la Belgique étaient des adversaires de renom, que le Portugal, mais comme la Belgique, méritait sans doute de passer. Ils méritaient tous les deux de passer. Par contre, ils pensent que ça s'est joué aussi sur la fin. Donc FAIM, quoi, hein, l'envie que le Portugal a déjà remporté des titres, ce que cette génération dorée belge n'a pas encore fait, et donc c'est cette fin-là qui a fait la différence. Il a vu une équipe affamée avec des joueurs beaucoup qui ont fait preuve de maturité, qui sont même plus forts qu'il y a 5 ans, et il prend pour exemple Romelu Lukaku, qui est tout à fait un autre joueur qu'il y a 5 ans. Aujourd'hui, c'est un véritable attaquant complet. Emmanuel, j'ai envie de te demander, à l'époque, il y a 5 ans, vous n'étiez pas les favoris, mais quel était le plan de jeu? Comment vous a conditionné Antonio Conte pour gagner ce match? 5 anni fa, quando avete incontrato il Belgio, non eravate i favoriti. Questo tutti lo sanno. Però, come vi ha condizionato il mister dell'epoca, Antonio Conte, per vincere questa partita e giocare meglio del Belgio? Sì, come hai detto te, non eravamo favoriti, invece il mister ha lavorato tantissimo sugli allenamenti, sul preparare nel dettaglio la partita, e lui ci ha detto prima della partita: sì, loro sono più forti di noi sulla carta, perché hanno grandi giocatori, grandi campioni, però poi il campo deve parlare, e quindi noi ci siamo caricati, abbiamo preparato benissimo la partita, eravamo concentrati, correvamo di più di loro, e quindi il mister ci ha caricato, e quindi abbiamo fatto una partita al di sopra delle nostre potenzialità, ecco. Ils avaient très très bien préparé le match, notamment aux entraînements. Antonio Conte les avait conditionnés en disant l'adversaire est plus fort sur papier, mais on doit le jouer ce match. Donc ils étaient ultra motivés, et au final on a vu la différence. Ils ont vraiment fait mal à la Belgique sur ses points faibles. Une autre question, plus largement, côté belge, quels sont les joueurs que tu crains, sachant que tu as joué notamment à Naples avec Dries Mertens? Tu hai parlato di Eden Hazard, di De Bruyne, di Lukaku, ma ci sono altri giocatori che trovi interessanti nella nazionale belga, sapendo che hai giocato anche tu con Dries Mertens nel Napoli? Ma sicuramente Mertens è uno di quelli, è uno dei campioni che vanta il Belgio. È un giocatore che ti può fare gol, ti può fare una giocata in qualsiasi momento, ma anche Carrasco, ma anche Torgan Hazard, no? Che è stato decisivo ieri sera. Il Belgio ha grandissimi giocatori. Io quello che temo più di tutti è Lukaku, perché è un giocatore straordinario, vive un momento fantastico, e bisogna veramente temerlo. Donc il dit, fatalement, on a parlé de nos stars, d'Eden Hazard, de Bruyne, de Lukaku. Il connaît très très bien Dries Mertens, qu'il adore. D'ailleurs, c'est un joueur qui pourrait faire mal à l'équipe italienne. Après, il les cite, Carrasco, Torgan. Dit techniquement, la Belgique est quand même une très très belle équipe. Nordine, une question? Oui, une petite question, parce que vous avez parlé football, vous avez parlé un petit peu des joueurs, mais moi je vais parler un petit peu d'autre chose. Il y a beaucoup de polémiques parfois sur les joueurs et l'hymne national. Avec Benzema qui ne chante pas, avec certains joueurs qui ne chantent pas l'hymne national. Et quand on voit l'Italie, les joueurs de l'Italie, ils sont en transe quand ils chantent l'hymne national. Comment expliquer cela, et qu'est-ce qu'ils ressentent quand ils chantent ça, quand ils sont dans cette transe-là?
Pourquoi eux, ils sont en transe et pas les autres, finalement? Questa è una domanda un po' sull'italianità, no? In alcune nazionali, anche in Belgio c'è questo dibattito, in Francia. Non tutti i giocatori cantano l'inno. Come mai? Perché nel DNA di un giocatore della squadra azzurra c'è questa... No, non saprei neanche come menzionarlo, ma uno sembra in transi, no? Quando sente l'inno. Come mai tutti i giocatori della squadra azzurra lo cantano? E cosa procura come emozione a un giocatore dell'Italia quando sente l'inno? Ma qua in Italia, quando inizi a giocare a calcio, vedi la nazionale come il tuo sogno, no? Senti l'inno, segui la nazionale italiana e canti l'inno quando sei piccolo, no? Fin da piccolo io guardavo le partite dell'Italia e cantavo l'inno di Mameli e quindi siamo abituati, siamo dei patriotti, no? Amiamo la nostra nazione più di qualsiasi altra cosa e quindi quando poi arrivi in nazionale e provi quello che magari guardavi in televisione quando eri piccolo, no? Che li vedevi solo là i giocatori e invece dopo ci sei te, lì ti vengono i brividi e poi cantare l'inno a squarciagola è come un po' liberarsi da tutte le ansie, da tutte le paure, ti carica, ecco. Donc, il explique au fait que, en Italie, mais comme partout ailleurs, mais le rêve de tout enfant qui adore le foot, c'est de jouer en équipe nationale. Et donc, depuis tout petit, ils voient cette équipe nationale comme un rêve. Ils entendent l'hymne national. Et donc, il dit, c'est tout naturel, en fait, pour nous, Italiens, qui sommes des patriotes, qui défendons ce maillot, qui avons envie de le porter, de l'honorer, de chanter l'hymne national. Et puis, il y a une autre chose aussi, c'est que le chanter comme ça, avec tellement d'entrain, ça vous motive déjà, ça vous fait rentrer dans le match. Et donc, on a l'impression d'être vraiment motivé et limite chargé vraiment émotionnellement et physiquement pour être prêt à remporter cette rencontre. Merci en tout cas. Dans cette préface de ce quart de finale Belgique-Italie, il fallait donner la parole à un Italien et pas n'importe lequel, Pascal Nordin. Exactement. Un grandissimo saluto, Emanuele. Grazie mille. Un'ultima cosa, continui a giocare? No, quest'anno smetto, ho preso la mia decisione e inizierò a fare qualche corso di allenatore e magari anche andare in televisione come voi, così a commentare partite. Guarda, facciamo una cosa, se l'Italia va in finale, noi non lo speriamo, no? Per i tifosi del Belgio, se va in finale ti chiamiamo di nuovo, dai. Dai, allora speriamo che mi richiamate. Ok, grazie mille. Donc vous lui donnez rendez-vous en finale si l'Italie est en finale. Et alors, donc lui, il espère qu'on va le rappeler. Alors, vous serez plus là, Pascal. La Belgique, c'est pas sûr. Je lui ai dit, la plupart des supporters belges ne le souhaitent pas, mais si l'Italie va en finale, on le rappelle. Donc il nous donne une info, une grosse info quand même. Il va arrêter sa carrière de joueur. Il était au Chievo Vérone cette saison, donc voilà, il raccroche les crampons et puis il va devenir sans doute analyste. Dites-lui juste bienvenue dans sa nouvelle vie. Voilà. Donc in bocca al lupo per la tua nuova vita allora. Grazie a tutti, ciao. A presto, ciao. Un abbraccio. Grazie mille, Emmanuel Giaccherini. Ouais, parfait, David. Voilà, j'y suis arrivé, merci beaucoup. Je vais faire de vous un polyglotte. Non, on va pas. On va s'en tenir à l'anglais, un peu de wallon et du français, ça devrait passer. Viva Sport, complètement foot. David Oudrey, Pascal Chimay et Nordin Jbari. Direction de Tubize et surtout du Giron de notre équipe nationale avec Manuel Jousse, notre envoyé spécial, donc pour faire le débriefing là à J+1 et l'état des lieux, l'état de santé, j'ai envie de dire, de notre équipe nationale. Bonsoir mon cher Manu. Dobre večer, chers amis. Da. Donc, et dit quoi Pascal? Que tu parles russe. Ah oui, ouais, voilà. Donc, mais cela dit, pour répondre à Nordin, le Maroc à l'Euro, pourquoi pas, hein. Je vous rappelle que l'Australie participe à l'Eurovision quand même. Donc, ça c'est vrai. De là.
Hein, on a quand même déjà vu beaucoup de choses. Et qu'on a des arbitres sud-américains qui officient à l'Euro aussi. C'est vrai. Bon, il y a des arbitres allemands aussi, hein, mais bon, ça, on tente d'oublier depuis hier soir. Oui. Donc, dont un qu'on a à chaque fois. Hein. Il faudrait que ça s'arrête à un moment. Donc là, je pense qu'on a suffisamment donné avec Monsieur Briche, qui a fait un petit peu l'unanimité contre lui hier pour ce match. Mais heureusement remporté par les Diables Rouges, qualification pour les quarts de finale. Alors les Diables Rouges ont un petit peu aménagé leur programme. Mais normalement, ils devaient rentrer ce matin. Finalement, il a été décidé qu'ils reprennent l'avion en fin de soirée. Donc, ils se sont retrouvés à Tubize ce matin très tôt, hein, sur le coup de 4h30, 5h. Roberto Martinez part du principe que les joueurs, de toute façon, n'arrivent pas à dormir après une rencontre comme celle-là, et que donc, il est préférable à ce moment-là de directement voyager pour être plus rapidement de retour au Centre national de Tubize que de passer encore un petit peu plus de temps dans la ville haute, Séville en l'occurrence, pour la rencontre d'hier. Alors forcément, pour ce match-là, on a tous parlé à la fois d'une victoire à la française, entre guillemets, dans le style, et à la Pyrrhus, hein, vous connaissez cette expression, une victoire, à l'époque c'était avec des morts sur le champ de bataille, heureusement on n'en est pas à ce point-là aujourd'hui, mais enfin, une victoire qui a fait des dégâts dans l'équipe, Eden Hazard et Kevin De Bruyne. Alors vous en avez déjà brièvement parlé, David, il y a eu un premier point médical qui a été effectué tout à l'heure par Roberto Martinez à la suite du scan que les deux joueurs ont passé ce matin, et il y a à boire et à manger, donc si on veut voir la bouteille à moitié pleine, hein, ce qui va être mon cas évidemment, eh bien on considère, et c'est le plus important, que le tournoi de Hazard et de Bruyne n'est pas terminé. L'expression du jour, c'était le dommage structurel. Il n'y a pas de dommage structurel concernant ces deux joueurs-là, c'est-à-dire la cheville de Kevin De Bruyne, dont les ligaments ont été mis à mal, c'est le moins qu'on puisse dire, par Palhinha en première mi-temps. La mi-temps est passée par là, il a repris 2 minutes en seconde, il s'est testé, c'était négatif, il a dû sortir Kevin De Bruyne. Pour Eden Hazard, là c'était un problème musculaire aux ischio-jambiers qui l'a contraint aussi à quitter le jeu avant la fin de la partie. Donc il y avait une crainte pour les deux joueurs que l'Euro soit officiellement terminé aujourd'hui, alors que souvenez-vous, déjà il l'avait commencé dans une certaine incertitude aussi, hein, De Bruyne qui ressortait de sa fracture au nez et à l'orbite après la finale de la Champions League, et Eden Hazard qui était dans toute cette ambiguïté consécutive à ces dernières semaines au Real. Donc le tournoi n'est pas fini. Maintenant, seront-ils disponibles pour le match de vendredi? On ne peut pas répondre avec certitude. Roberto Martinez a parlé d'une évaluation au jour le jour qui devrait être faite. Il a ajouté que si la rencontre avait dû avoir lieu ce soir, il était exclu qu'il puisse la disputer. Maintenant, c'est vendredi, c'est dans 4 jours. Donc, on espère évidemment une amélioration. Les deux joueurs vont rester avec le groupe et vont travailler évidemment avec le médecin, avec Lieven Mascalk également, et on espère qu'ils pourront être là pour affronter l'Italie, mais c'est du 50-50, explique le sélectionneur. Je vous propose de l'écouter d'ailleurs sur cette thématique-là, c'est-à-dire les blessures d'Eden, de Kevin, mais aussi de Simon Mignolet qui lui s'est blessé au genou à l'échauffement hier et qui va retrouver tout prochainement le club de Bruges. Yeah, the medical news, we had bad news on Simon Mignolet. He will need to be released from the camp. He's got an issue with his knee that stopped him yesterday from being available, and from that point now we're already in contact with Club Bruges, and we're going to work together to try to get the best possible treatment, but that would make Simon's participation impossible for the rest of the tournament. In terms of Kevin and Eden, very similar in terms of there is no major structural damage, which means that the tournament is still alive for them, but we need to take every day as 24 hours trying to see how the bodies react, because the game is on Friday. That will be the only issue. We feel that both players could be fit if the game would be in the next round. So positive news in that respect, no structural damage, so we'll work day to day and see how far we can take them.
Voilà, donc vous l'avez entendu, pas de dommages structurels majeurs concernant Eden Hazard et Kevin De Bruyne, et l'espoir qu'ils puissent être là face à l'Italie. On verra si ce match tombe trop tôt ou pas. Quant à Simon Mignolet, vous savez qu'évidemment il y a une exception concernant les gardiens. Il y a la règle du joker médical qui vaut pour tous les joueurs de champ jusqu'à la veille de l'entrée dans le tournoi d'une équipe en cas de blessure de dernière minute. Pour les gardiens, il faut toujours qu'il y en ait 3. Donc là, on autorise le remplacement en cours de tournoi, et si Mignolet retourne à Bruges, c'est donc Thomas Kaminski qui va venir en tant que 3e gardien. Voilà donc pour les nouvelles, on va dire, de l'infirmerie. Maintenant, on a vu un Roberto Martinez déjà hier pendant le match qui était assez remonté. Ça ne lui ressemble pas vraiment par rapport à l'arbitrage. On l'a vu longuement discuter avec le 4e arbitre, et geste à l'appui, c'était suite à la faute sur De Bruyne. Geste à l'appui, on comprenait qu'il revenait sur la faute précédente sur Lukaku, le double tirage de maillot qui n'avait pas été sanctionné. Et donc effectivement, il y a tout lieu de penser que si ce geste-là avait fait l'objet d'une carte jaune, eh bien l'auteur de la faute en question n'aurait pas fait ce qu'il a fait ensuite sur Kevin De Bruyne. Donc un jour plus tard, il avait toujours ses réserves, voire carrément ses critiques par rapport à ce qu'il a vécu hier en termes d'arbitrage. On écoute. Well, I am angry in terms of it seemed a technique, trying to stop certain players in certain moments, especially in the counter-attack. I think the laws of the game are what it is. I think Paulinho in the action against Kevin De Bruyne could easily be his second yellow card, and I think that changes massively the outcome of the game. And then obviously is you're allowing a very aggressive way of playing the game that it could hurt players like it happened. So I'm a little bit disappointed because of what could have happened. It would have been major circumstances, but at least we can see that we won the game and there is no major issues to be worried about medically. Voilà, donc vous l'avez entendu, il n'y est pas allé par 4 chemins. Il a dit qu'il était en colère. C'est très rare d'entendre Martinez parler de la sorte. On peut être d'accord ou moins par rapport à son propos. Je le suis moins par rapport à l'idée que Paulinho aurait reçu un 2e carton jaune suite à sa faute sur De Bruyne s'il avait déjà pris le premier sur son tirage de maillot sur Lukaku. Je pense que s'il avait pris une première jaune, il n'aurait pas nécessairement commis cette 2e faute. Ça, c'est une chose. Par contre, ce qu'il déplore, et là je suis tout à fait d'accord, j'aimerais avoir votre avis là-dessus aussi, c'est l'agressivité des joueurs sur des phases comme cela de contre-attaque, où on va non seulement empêcher le jeu de se poursuivre, mais avec la volonté vraiment d'aller faire mal à l'adversaire. Il y a peut-être on le dit souvent, cette protection des artistes qui est assez, voire totalement insuffisante, je trouve, du point de vue de l'arbitrage. On a parlé du VAR hier aussi, qui a pu intervenir dans ce tournoi parfois pour des questions de demi-pointure sur des hors-jeux. Par contre, sur des phases où l'on se questionne sur une éventuelle carte rouge ou pas. Bon, on est d'accord qu'ici, on était plus proche de la jaune-orange. Par contre, je suis désolé, avec Pep, c'était rouge et rien d'autre. Là, le VAR n'intervient pas. Donc, il y a quand même matière à débat. Et donc, par rapport à cette agressivité, il y a quand même de quoi être interpellé par rapport à ce qu'on a vu hier. Manuel Juste, notre envoyé spécial auprès des Diables Rouges. Suivons d'abord donc le débriefing de cette victoire, de cette qualification hier contre le Portugal. Score final 1-0. Manuel Juste, notre envoyé spécial auprès des Diables Rouges. Ici en studio, évidemment, Pascal Chimet. Nordin Jbari, notre consultant. Votre avis sur l'arbitrage et sur les conséquences de cet arbitrage dans cette rencontre hier face aux Portugais, Nordin? Écoutez, oui, je crois que je suis d'accord avec Manu. Monsieur Brich, je pense pas qu'il a arbitré contre la Belgique. Je pense qu'à un moment donné, il a perdu complètement le fil du match. Franchement, j'avais cette impression-là qu'il a pu su tenir le match. Il était dépassé, il n'était plus dans son match, comme on peut dire pour un joueur. Il n'était plus dans son match parce que, comme on a dit, la faute sur Lukaku, ça c'est vraiment... je veux dire, il faut pas être arbitre international pour siffler une faute pareille. En tout cas, pour revenir à la faute, parce qu'on laisse normalement l'avantage, on revient à la faute, on donne une jaune. Donc oui... c'est bizarre parce que parfois je trouvais que cet arbitre fait partie des meilleurs arbitres du monde, mais là franchement il était complètement à côté de sa plaque, et dans un 8e de finale c'est quand même assez compliqué, parce que c'est ce qui a permis à des joueurs comme Pep de faire du Pep comme il l'a déjà fait dans sa carrière, c'est-à-dire de temps en temps péter un câble, comme il l'a fait sur Torgan Hazard. Mais il fait souvent ça, c'est-à-dire que si on voit bien la phase, Torgan Hazard fait
pour lui, une petite faute avant sur un joueur portugais, et là alors le Pep il devient fou, hein, donc il rentre dedans, comme il l'a déjà fait plusieurs fois. Donc oui, l'arbitre, je pense qu'il n'arbitrera plus, ou je ne sais pas ce qu'on va faire de lui, mais à un moment donné, ils vont le sanctionner, parce que franchement, j'ai rarement vu un arbitre autant pédaler dans la choucroute, comme dirait l'autre, parce qu'il était complètement en dehors de son match. Et puis peut-être, oui, effectivement, si la première faute est sifflée et s'il prend une jaune, bien sûr qu'il va réfléchir à deux fois pour faire cette faute sur De Bruyne. Mais bon, le problème, c'est qu'on on gère pas l'arbitrage. Après, je suis d'accord aussi pour le VAR, parce que le VAR devrait peut-être intervenir sur certaines phases. Parce que je sais, par exemple, quand l'arbitre donne un jaune, le VAR ne peut plus intervenir. Donc là, je trouve peut-être ça pourrait changer, parce que quel est le problème ? Le VAR, il est là pour aider l'arbitre. Il peut intervenir. Hein. Il peut donner rouge, hein, le VAR, si ça vaut rouge. Ah, si ça vaut rouge, alors ok, ça va. Mais je suis d'accord avec vous que parfois, il devrait intervenir dans des moments où on n'est pas sûr, où l'arbitre peut se tromper, ou sur une phase que l'arbitre n'a pas vue. Mais il n'intervient pas toujours, et il intervient surtout sur les hors-jeux, comme vous l'avez dit. Là aussi, il faudrait une fois discuter pour les hors-jeux. Hein. C'est un autre débat, mais un orteil, c'est peut-être... il faudrait peut-être je sais pas moi, Arsène Wenger disait ça, parce qu'il travaille pour l'UEFA. Arsène Wenger disait qu'il fallait peut-être trouver une distance acceptable pour tout le monde, parce qu'en fait, ces règles sont faites pour quoi ? Pour aider le football, pour que le football soit plus attractif, comme la passe en retrait vers le gardien qu'on a annulée depuis des années. Et ce nouveau hors-jeu qui est automatique, qui est vraiment, on dirait, voilà, c'est automatique avec un orteil, ça tue un peu le foot. Il y a moins de buts à cause de ça. Et normalement, on devrait faire des règles pour qu'il y ait plus de buts. Nordin Jbari, notre consultant, le VAR pour aider l'arbitre et peut-être l'aider aussi à garder le contrôle du match, ce qui n'était pas le cas hier apparemment. Pascal Chimay, votre avis ? Mais si on regarde les stats de la rencontre, quelqu'un qui n'a pas vu le match et regarde juste les stats au niveau des fautes de la rencontre se dit que tout s'est bien passé, parce qu'il y a eu 14 fautes commises par la Belgique, 9 seulement par le Portugal. 9 fautes commises par le Portugal, et puis il y a 3 cartons jaunes pour les Portugais, 2 pour les Belges. Donc, des fautes pas sifflées aussi du Portugal. Alors, c'est là où je voulais en venir. C'est qu'il y a des fautes, beaucoup de fautes qui n'ont pas été sifflées. Comme le dit Nordin, je pense que M. Brich, en fait, il a été mauvais des deux côtés aussi, parce qu'il y a eu des fautes côté belge qu'il n'a pas sifflées. Le problème, c'est qu'il a laissé tellement jouer, il a perdu le fil, et qu'à un moment... Ça chauffe tout le monde. Et on le sentait, le Portugal est une équipe roublarde. Le Portugal est une équipe expérimentée avec des joueurs qui savent salir un match. Il y a des artistes et puis il y a des joueurs qui savent salir un match. À partir du moment où tu ne trouves pas la clé pour ouvrir la serrure de notre défense, ils allaient mettre le match sur ce côté-là. Et notamment Pépé, mais pas seulement lui. Donc le problème de M. Brich, c'est qu'il était plus dans son match. Il a perdu le fil. Il n'a pas été aidé par ses assistants non plus. Donc c'est vraiment dommage. Maintenant, j'espère qu'à l'avenir, pour le quart de finale, déjà, on aura un arbitre qui est bien dans son tournoi. On l'avait déjà dit hier soir. J'ai l'impression que l'Euro de M. Brich s'est terminé hier soir et que ce ne sera pas du 50-50. Il est bel et bien terminé. C'est ce que vous voulez dire. Je m'étais même permis hier de dire M. Brich. J'avais décidé comme ça. Il a coulé son Euro hier. Donc, je me suis permis cela en débriefing du match hier. C'est complètement foot en direct avec Pascal Chimay, avec notre consultant Nordin Jbari, avec Manuel Jousse, donc notre envoyé spécial auprès des Diables. On poursuit ce débriefing à J+1. Manu ou Nordin, encore une chose, pardon. Si on peut revenir un petit peu sur Martinez, sur les blessés. Oui. Alors, De Bruyne, j'ai pas peur en fait, parce que hier, quand il se fait tacler sur la cheville, il a continué le match. Enfin, je veux dire, il a continué la mi-temps. Donc, ça veut dire que c'est rien de grave. Et puis, en fait, c'est très simple. Quand il est arrivé à la mi-temps, donc tu t'assieds, ta cheville refroidit, et quand tu remontes sur le terrain, ça fait mal. Donc, c'est pas possible de continuer. Donc là, franchement, je n'ai pas de grosses inquiétudes. Par contre, pour Eden Hazard, j'ai vraiment une inquiétude, parce que la cuisse, c'est embêtant. Alors après, c'est un autre débat, mais est-ce qu'il fallait le faire jouer tout le match ? Moi, je ne pense pas. Même si c'est un match éliminatoire où, évidemment, il était bien, parce que, comme on en parlait tout à l'heure en off avec Pascal, grâce à lui, il n'y a pas eu ces vagues, portugaises tout le temps. Il a su un petit peu ralentir cette pression portugaise. Alors peut-être que c'est pour ça que Martinez s'est dit « je vais le garder jusqu'à la fin ». Mais je trouve que là, il n'aurait pas dû le garder jusqu'à la fin. Et aussi dans les poules. Donc il est passé de 20 minutes de jeu à 90 minutes de jeu. Ça va trop vite pour quelqu'un qui n'a pas joué très souvent au Real Madrid. Donc là, je pense qu'il y a quand même eu
une manière de gérer Eden Hazard où un peu, je trouve un peu pas au top, quoi, pas au top. Même si je comprends qu'en 8e de finale, quand t'as peur de pas gagner et que le Portugal pousse à ce point-là, que tu veux le garder sur le terrain, mais c'est voilà. Après, je pense que la cuisse, ça me fait un peu peur. Notre consultant ce soir, Nordine Jbari, Pascal Chimay, Manu Ajous, donc notre envoyé spécial auprès des Diables. Manu, poursuite de ce débriefing. Oui, mais c'est vrai que j'avais, comme Nordine, davantage de crainte, et c'est toujours le cas d'ailleurs pour vendredi, avec Eden Hazard, blessure musculaire à l'arrière de la cuisse, par rapport à une blessure ligamentaire, mais sans dommage structurel à la cheville pour De Bruyne. Donc, je pense aussi, si jamais on n'a pas les deux, mais qu'on en a un des deux, je pense qu'il s'agira plus de Kevin De Bruyne. Par contre, je suis moins d'accord sur la gestion du cas Hazard. Je trouve que là, il y a eu quand même une progression assez constante à travers les matchs, entre les 10 minutes qu'il avait joué contre la Croatie, les 20 qu'il a reçus contre la Russie, les 30 au Danemark, qui étaient d'ailleurs excellentes, et puis seulement sont venus les 90 dans un 4e temps, donc contre la Finlande, où il était, je trouve, un petit peu en retrait par rapport à ce qu'il avait montré contre le Danemark. Et donc ici, on est un step plus loin. Alors pour répondre à cette éventualité de l'avoir sorti plus tôt ou non, Roberto Martinez a répondu tout à l'heure à cette question en se disant non, pour moi ce n'était pas une éventualité du tout de le sortir pour éventuellement le préserver, tout simplement pour deux raisons. Parce que d'abord, il était en train de livrer un match exceptionnel. C'est vrai que c'est un des très très bons matchs d'Eden Hazard que l'on a vu ces derniers temps, dans un rôle un petit peu moins flamboyant, spectaculaire que d'habitude, mais la mise au service de la collectivité, vraiment dans le sacrifice. Donc il était très précieux. Et puis match à élimination directe, donc possiblement des prolongations. Et donc à ce moment-là, le sortir vers l'heure de jeu, la 70e, c'est prendre le risque peut-être de s'en passer pendant encore 40-50 minutes. Et ça, Roberto Martinez n'était pas prêt à le faire. Alors je vais encore vous proposer deux extraits de son interview de tout à l'heure, Roberto Martinez, par rapport aux critiques qui ont émaillé le style de jeu des Diables Rouges. Évidemment, ce n'était pas là non plus l'équipe championne du monde du beau jeu, comme on avait pu le dire il y a 3 ans. Ça a été une équipe beaucoup plus cynique, beaucoup plus froide, beaucoup plus réaliste, qui en deuxième mi-temps n'était même plus tout à fait dans la gestion volontaire des événements, on va dire. Beaucoup de critiques au niveau belge et au niveau international. Et Roberto Martinez y a répondu tout à l'heure. Football is about critics and about opinions. I couldn't be prouder as a coach of what I've seen is that the desire of a group of players that they want to be a team and a winning team. And that means that you have to be able to change during the game and being able to be very, very good in every aspect of the game. We were facing the European champions. We were facing a team that they won the Nations League. We were facing a team with an incredible experience, and they know how to win games, and they can distract you from what you're good at. And what I saw is that until we scored the first goal, we were in control. We were the better side. We knew how to manage the game. Once the scoreline is 1-0 up, and then there is a real emotional change from Portugal. They put a lot of bodies forward. It is true that we never kept the ball as well as we can, but what we showed is that we had a resolute and a mentality that allows you the talent to shine. I think everyone speaks about our national team that has got this incredible golden generation that is super talented, that is very clear for everyone to see, but you need to be a team that it can suffer. And I'm delighted that what we saw yesterday is a very different side that is needed. And of course, we always want to play better and we want to be improving of what we did yesterday. But as a solid basis, the mentality that we've shown is something that it pleases you a lot as a coach. Très intéressant ce qu'il explique Roberto Martinez à propos de la mentalité dont ont fait preuve les Diables Rouges hier, et donc il divise le match en deux. Le jeu que l'on a proposé jusqu'au premier but qui était davantage dans le contrôle, et là il était vraiment très satisfait de la prestation des Diables Rouges, et puis quand est tombé ce premier but, il y a eu un renversement complet avec un changement émotionnel, dit-il, du point de vue du Portugal qui s'est mis évidemment à jouer très différemment et à nous faire souffrir. Et alors c'est
c'est vrai, ça il le concède, qu'on n'a pas réussi à conserver suffisamment le ballon en deuxième mi-temps. On aurait dû faire mieux de ce côté-là. Par contre, les vertus de la solidarité et d'une mentalité exemplaire étaient bel et bien présentes. Et de ce point de vue-là, eh bien, il félicite son équipe. Il a admis tout à l'heure aussi en conférence de presse, quand un confrère lui a posé la question, est-ce qu'on aurait pu livrer ce type de match il y a 3 ans? Il a répondu probablement pas. Et ça, ce sont évidemment les leçons qui ont été retirées, notamment de l'échec en demi-finale contre la France. Et c'est justement la thématique suivante. Avez-vous joué de cette façon-là hier à cause de cette défaite en demi-finale contre la France il y a 3 ans? Yes, not just the semi-final is a consequence of losing in Switzerland in the Nations League. Is about every single setback that we had on the road, that we take responsibility and we need to analyze it and know how we can stop that. In many tournaments, and probably the World Cup is the one that it puts a lot more emphasis on everything that it happens, and it makes you better as a group. We learn from it, and yesterday this performance could never happen 3 years ago. We were a team, but we were not probably ready for that. But the stimulation is that we are a team that we lost Kevin De Bruyne, which is a big blow as it happens during the game. Then we lose Eden Hazard relating the game, but not even those moments affected the concentration of the team. And that's something to be extremely, extremely proud. Donc là aussi très intéressant, c'était du bon Martinez, je trouve, aujourd'hui. Donc à cette question, est-ce qu'on a joué comme cela hier à cause de notre défaite en demi-finale à la Coupe du Monde? Oui, mais pas seulement. Il a pris l'exemple aussi de la défaite 5-2 en Suisse, en Nations League. On menait 0-2 avant de nous effondrer totalement. Il a expliqué qu'il y a 3 ans, on n'était sans doute pas prêt à livrer un match de la nature de celui d'hier, et que de ce point de vue-là, clairement, les Diables Rouges ont progressé parce qu'on apprend dans des phases finales de grands tournois, d'Euro ou de Coupe du Monde. Et donc, ils sont, on va dire, un step plus loin, ils sont plus avancés par rapport à ce qu'ils sont capables de montrer en termes d'adaptation sur le terrain vis-à-vis des circonstances. Donc, on a une équipe qui est peut-être moins spectaculaire aujourd'hui, mais plus complète dans sa façon d'appréhender les événements. Et je pense que ça, pour aller affronter l'Italie vendredi, ce sera sans doute un atout précieux. Ouais, on est déjà en pleine préface de ce quart de finale Belgique-Italie avec Manuel Juste. Et notre consultant ce soir, Pascal Chimet, dans le débat, Eden Hazard, fallait-il le faire commencer? Ça, on avait même parlé de cela avant le coup d'envoi. Voilà. Oui. Est-ce que dans la gestion de son match hier par Roberto Martinez, votre avis? Non, c'est même pas sur la gestion, c'est sur les paroles de Roberto Martinez en conférence de presse aujourd'hui. Donc, vous voulez qu'il dise quoi? Il faut laisser le doute s'immiscer parmi sur la route, la sélection italienne. Mais il va pas dire non, il est forfait, etc. Non, s'il dit 50-50, c'est qu'il y a un doute aussi pour Roberto Mancini, etc. Donc c'est de la com. Le match a déjà commencé, donc vous n'allez pas déjà livrer et dire tiens, Kevin De Bruyne est forfait, Eden Hazard, on le veut. Non, il faut susciter un petit peu ces questions-là parce que les autres ne vont pas s'en priver. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, aussi, pour rebondir sur les paroles de Roberto Martinez, sur l'abnégation dont a fait preuve le groupe hier, sur cet esprit de sacrifice, mais c'est exactement le même scénario que lors d'Italie-Autriche et exactement les mêmes paroles de Roberto Mancini concernant sa jeune et inexpérimentée et beaucoup moins talentueuse équipe. Il a dit « Aujourd'hui, on a passé un cap parce qu'on a été beau jusqu'à présent, mais aujourd'hui, on a gagné en souffrant. » Et depuis 2018, la Belgique n'avait jamais gagné en souffrant. Et donc, il y a un vrai parallèle entre les deux équipes. Donc, on dit toujours que ce genre de victoire, elle te donne de la confiance, elle te donne du boost. Maintenant, il faudra voir qui aura plus de confiance sur le match de vendredi. Non, mais je suis d'accord avec Pascal, mais je ne pense pas que ça sera plus de confiance. Je pense que ça sera plus de fraîcheur ou pas. Parce que franchement, je pense que nous, les Belges, en tout cas l'équipe nationale, ils ont confiance. Quand on voit Lukaku, la confiance qu'il a, il y a aucun problème avec ça. Quand on voit les joueurs, quand on voit même Eden Hazard qui n'a pas beaucoup joué hier, franchement, il a été top. Ça fait longtemps que je l'avais pas vu jouer comme ça. Donc c'est vraiment un problème de fraîcheur, un problème de blessure, un problème de d'être à 100% pour commencer le match. C'est ça qui va vraiment faire la différence. Parce que pour le reste, j'ai pas peur. Mais c'est vrai que le fait de gagner un match en ayant dur peut
peut donner quelque chose de plus au groupe, ça c'est sûr et certain. Maintenant, il faut voir si nos meilleurs joueurs ne seront pas blessés pour ce match-là, ça c'est le plus important je pense. Mot de conclusion avec Manuel Juste, notre envoyé spécial. Mais la conclusion, c'est qu'il y a 3 ans, on avait souffert d'avoir perdu et qu'hier, on a gagné en souffrant. Et donc, c'est tout à fait différent. Et effectivement, c'est un progrès considérable. Et je pense qu'avoir gagné de cette manière-là pourra provoquer un déclic mental au sein de ce groupe et nous rendre plus forts encore pour l'Italie. Alors forcément, tout dépendra de la présence ou non d'Hazard et de Bruyne. Je suis tout à fait d'accord avec Pascal par rapport à l'aspect de l'approche psychologique et de la guéguerre aussi entre les deux Roberto M, où on ne va pas déjà dévoiler toutes ces cartes. La seule certitude, c'est que si le tournoi avait été terminé pour ces deux-là et le forfait avait dû être acté, bien voilà, ça aurait été dit et ils seraient partis. Donc le fait que ce ne soit pas le cas, eh bien, peut laisser quand même présager une issue heureuse. Merci beaucoup, Manuel Juste, notre envoyé